Merci beaucoup. Bon, la difficulté qu'il y a avec le terme de la gouvernance, en fait, c'est que ça recouvre des différentes approches très différentes. On peut l'aborder de la question du possible. Quel est l'état des forces politico-économiques en présence? On peut l'aborder en termes de prospective. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arriver à une meilleure situation? On peut l'aborder au niveau local. Qu'est-ce qu'une municipalité peut faire? On peut aborder la question qui a été abordée par une question tout au début de l'articulation entre un niveau mondial, un niveau européen, un niveau national et un niveau local. Bon, comme je pense que vous avez eu énormément d'illustrations, et puis à la fin, on peut l'aborder par le détail technique de quelles mesures peut-on faire et quel effet peut avoir une mesure sur. Voilà, donc je vais essayer de couvrir très rapidement ce spectre. Vous allez m'excuser, ça va être un peu à l'arrache, mais comme ça, vous aurez non pas une perception forcément très claire de tout, mais une perception des problèmes qui se posent et pourquoi c'est une question qui n'est pas complètement simple. Voilà, donc la première chose concernant ce qu'est une politique agricole de manière générale. Quelle que soit votre échelle, imaginons qu'on soit sur une société un peu fermée qui décide de mettre en place une politique agricole. Vous avez des tas d'éléments qui sont sur la manière dont vous allez agir sur l'amont de l'exploitation agricole, typiquement le prix des engrais, le prix des terres, etc., etc. Vous allez avoir des instruments qui vous permettent d'agir sur les structures agricoles, c'est-à-dire quelles sont leurs formes juridiques. On évoquait tout à l'heure, par exemple, le fait que il y a eu ce rachat de terres par la Chine, en fait, ce que les Chinois ont racheté, ce sont des parts sociales. Donc, c'est déjà en soi, est-ce qu'on autorise les sociétés de capitaux ou non en agriculture? Des tas de questions qui se sont posées à travers le temps, d'ailleurs. Et puis, la manière dont vous formez les agriculteurs, la manière dont vous les installez. Et puis ensuite, vous avez tous les dispositifs que vous mettez en aval de l'agriculture, c'est-à-dire la manière dont on consomme. Est-ce que vous régulez le prix des marchés ou non, etc., etc. Ça, donc vous voyez déjà que quand on parle de politique agricole, et si même on va plus loin et qu'on parle de système alimentaire durable, on peut agir à des tas de niveaux différents. Et la question qui se pose toujours est la cohérence de l'ensemble des mesures que vous mettez en place. Il était évoqué tout à l'heure les politiques d'exportation de la politique agricole de l'Europe, qui d'une part subventionnait pour exporter à vil prix ses produits, et en même temps, dans sa politique de coopération, soutenait le développement de l'élevage dans les pays dans lesquels elle exportait et créait une concurrence déloyale. Donc la question de la cohérence des politiques n'est même pas complètement simple quand interagissent l'environnement, la santé, la consommation, etc. Donc ça, c'est pour la difficulté. La deuxième chose, c'est de rappeler que ne deviennent politiques, et ça, c'est une pensée, je pense, très importante que je dois à Patrick Vivray, donc je lui rends ça, ne deviennent politiques que les questions qui n'ont pas de solution satisfaisante pour toutes les parties. S'il existe une solution qui est satisfaisante pour toutes les parties, alors la société la trouve d'elle-même. Elle n'a pas besoin de politique. Donc ne remontent au niveau politique que les dilemmes dans lesquels une minorité, une partie de la population, va être contrainte à changer. Alors le jeu politique, c'est toujours de dire « je suis d'accord, il y a le problème, mais ce n'est pas moi qui changerai, c'est l'autre ». C'est l'illustration qu'on a eue sur l'échange concernant la consommation de viande. Même si théoriquement, on peut dire qu'il faut que la consommation de viande diminue, il y a des gens qui vont être lésés, les éleveurs, et ils commencent par dire « moi, je ne changerai pas ». Et chaque acteur commence comme ça. C'est ce qu'on évoquait également sur l'OMC. En réalité, le propre d'une question politique, c'est qu'il y a une situation de blocage. Et donc, chaque acteur ou chaque catégorie d'acteurs va dire « Ah oui, mais l'existant est intangible. Donc, on ne changera pas les règles de l'OMC parce que c'est les règlements internationaux. Ou moi, vous comprenez, si les règles de l'OMC ne changent pas, j'aurai le Front National au pouvoir dans toute l'Europe, donc il faut que ça change. » Donc, chacun va expliquer que c'est l'autre qui doit changer. Bien. Donc, on est toujours dans une dimension conflictuelle dans le politique. Le but est de faire du conflictuel non violent, une résolution non violente du conflictuel. C'est l'art du politique plutôt qu'arriver à la violence.
Et enfin, j'en arrive à la question de l'articulation des échelles, particulièrement pour nous. On a beaucoup évoqué le rôle des particuliers, des organisations de particuliers, des collectivités locales, et en même temps, on sait que nous avons une politique agricole qui est faite au niveau européen, massivement, et qu'elle pèse d'un poids très lourd. Elle est faite au niveau européen, elle n'est pas faite par l'Europe. Je vous rappelle que l'Europe n'est pas un État, c'est une confédération d'États, même si on n'utilise jamais le mot confédération, et que c'est l'accord entre les gouvernements qui fait ou non la politique. Ça n'a pas toujours été complètement le cas dans l'histoire européenne, mais on est très nettement rentré depuis 15 ans dans une organisation confédérale dans laquelle c'est les États qui négocient. Et ils négocient la politique agricole commune avec un premier principe, c'est quel est le retour de l'argent européen qui viendra à travers cette politique. Ils s'en foutent complètement de savoir s'il y a une bonne alimentation, s'il y a un projet agricole. Ils regardent, et c'est les ministères des Finances qui regardent ça, ils disent, si on subventionne un peu plus le blé, quelle est la proportion de l'argent que je verse au niveau européen qui me reviendra? Donc il n'y a pas de discussion sur la politique agricole. En fait, il n'y a aucune politique agricole. Il y a une politique héritée du passé qui maintenant est une partie d'une négociation budgétaire. Pourquoi ? Parce qu'avant l'intégration des pays de l'Est, il y a eu un accord funeste entre Jacques Chirac et Gerhard Schröder pour limiter définitivement à 1% du PIB le budget européen. Et à partir du moment où vous dites ça, tout devient budgétaire parce que vous dites ça doit tenir dans ces 1%. Vous ne vous dites pas qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je me donne comme moyen. Vous dites comment je fais dans les moyens que j'ai décidé de mutualiser. Point à la ligne. Et donc le débat va être, si je fais trop d'agriculture, je ne pourrai pas faire le soutien à l'innovation. Et puis à ceux qui vont dire, je suis pour mettre du développement régional, et on se bat sur un petit gâteau. Je vais quand même vous donner un chiffre. Au niveau européen, la politique agricole commune, c'est environ, que vous gardiez l'ordre de grandeur, 50 milliards d'euros. Depuis que la Banque centrale européenne a décidé de s'aligner sur la politique de la Fed et de faire ce qu'on appelle du quantitative easing, c'est-à-dire faire tourner la planche à billets, elle a produit, alors c'est des estimations, au moins plus de 3 000 milliards d'euros, et à l'heure actuelle, elle produit par mois, pour empêcher notre système économique de s'effondrer, 100 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'elle produit par mois 2 fois le montant de la politique agricole commune annuelle. Donc, ça n'est pas un problème d'argent. Ça, c'est pas vrai. C'est un problème des moyens qu'on veut mettre et du pouvoir qu'on se donne. Autre exemple, après 1945, les pays se sont dotés de 2 outils que, à titre personnel, même si je n'ai pas toujours été d'accord avec les politiques qu'ils mettaient en place, mais que je trouve nécessaires et dans un sens formidable, qui étaient la Banque mondiale et le FMI. Le FMI a le droit d'émettre de la monnaie si les États lui en donnent la possibilité. Si les États accordaient au FMI ce que la Fed et la BCE font et décidaient de financer la transition écologique en produisant ces capitaux, le FMI pourrait le faire. Donc on voit bien qu'on ne peut pas raisonner de manière macroéconomique comme on raisonne de manière microéconomique. Bien sûr qu'une petite commune n'a pas les moyens de créer de la monnaie, mais les masses monétaires créées à l'heure actuelle sont formidables et elles se déversent dans un puits sans fond. Donc parler des politiques agricoles, c'est aussi parler des politiques économiques générales, et ce sont les difficultés. Alors personnellement, je suis un défenseur de l'OMC. Et j'en vais arriver au point final, et je conclurai là mon propos. Nous allons avoir des initiatives locales, et il faut ces initiatives locales, elles sont nécessaires. Néanmoins, la question de savoir est-ce qu'il va y avoir une solidarité internationale et est-ce que nous-mêmes, nous devons en prendre en compte la manière dont les Chinois vont se nourrir, dont les Indiens vont se nourrir, etc., est une question qui se pose. Car après tout, les Chinois, les Indiens se posent légitimement des questions de est-ce qu'ils vont avoir accès à de l'alimentation, d'où leur intérêt de commencer à acheter des terres là où les terres sont productives. Donc, politique de subsidiarité. Alors, j'insiste sur ce terme, il ne s'agit pas de tout transférer au niveau mondial et d'avoir une superstructure qui va expliquer à Laurent Marbot ce qu'il doit cultiver demain, ce qui évidemment serait formidablement inefficace, ni qui vous interdirait de créer une AMAP, mais il faudra quand même s'expliquer sur
comment on gère un certain nombre, la sécurité alimentaire mondiale. Sachant que, et c'est un point essentiel, il faut être en surproduction en agriculture. Alors ça peut choquer de dire ça, mais il n'y a rien de pire que la sous-production en agriculture. Parce que si vous sous-produisez des chaussettes, pendant un an, vous avez des trous dans vos chaussettes. Si vous sous-produisez en agriculture, vous avez des famines, vous avez des émeutes, vous avez un effondrement de la société. Donc structurellement, l'agriculture doit être en légère surproduction. Après, on peut discuter des modèles alimentaires, etc. Il faut manger moins de viande, je suis 100% d'accord, etc. Mais au fond, il faut que vous sachiez. Et donc, les produits agricoles sont des produits agricoles qui, évidemment, ne peuvent pas être gérés par un marché libre. Parce que le marché libre accepte des variations. Après tout, c'est bien l'idée que l'offre s'adaptera à la demande par essai-erreur, et ça marche très bien pour des tas de choses, pour les iPhones, etc. Simplement, si vous faites ça en agriculture, eh bien, une année sur deux, vous allez avoir une surproduction. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe en surproduction ? Comme comme les gens ne mangent pas plus d'une année sur l'autre, dès que vous avez surproduction, vous avez un effondrement des prix des produits agricoles, des agriculteurs qui sont ruinés. Et puis alors, ce que je vous ai dit, quand les années de sous-production, vous avez 2007-2008, c'est-à-dire que vous avez des régimes qui tombent, et puis en cascade, ça peut faire. Donc il faudra de toute façon un accord de ce type-là. Comment il apparaîtra ? Je ne sais pas. Est-ce que ça se fera par énormément de tensions ? À l'heure actuelle, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de confiance et de dialogue entre les acteurs. C'est-à-dire que chaque pays essaye de se faire des stocks stratégiques, enfin chaque puissant pays ou puissant. Et pour terminer, je pense qu'il y a une chose qu'il faut qu'on a souvent parlé de nord-sud. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a des problèmes nord-sud, mais il faut bien comprendre que dans le monde qui vient, l'Europe, surtout des Unis, ne sera pas un acteur dominant. Et il suffit de se rappeler ce qu'on a fait au XIXe siècle quand nous étions des acteurs dominants pour imaginer ce que les autres, qui auront besoin de bouffer, feront au XXIe siècle si nous, on n'agit pas très vite pour avoir un monde régulé.